Donc, webinaire 8 février 17h. De quoi on parle? Une nouvelle gestion du temps. Nouvelle gestion du temps, j'insiste. Rapidement, je me présente, Jean-Philippe Cornet, donc je suis le fondateur de Rubato. J'ai été juriste en cabinet et en protection juridique pendant 15 ans, je faisais du contentieux immobilier. Donc j'ai vu et le cousu humain d'un cabinet et après j'ai été démarché par des protections juridiques, donc j'ai vu les usines, mais qui ont quand même de bons côtés sur justement l'organisation et la répartition des tâches. Et en développant cette expertise un peu étrange de l'organisation et de la gestion de la rentabilité dans les cabinets, je suis maintenant formateur en formation continue pour les écoles d'avocats. On attaque, gestion du temps. Pourquoi on en parle tant? En fait, tout le monde en parle. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Quelques chiffres, histoire vraiment de se mettre dans le bain. Promis, je suis pas méchant, mais c'est des chiffres qui existent et qu'il faut qu'on ait en tête quand on en parle. Un avocat, c'est en moyenne 3900 tâches par an. Voilà, en moyenne 100 dossiers, en moyenne 39 tâches par dossier, 3900 tâches par an. Donc, si vous êtes capable de me réciter l'ensemble de vos tâches de l'année par ordre chronologique et par dossier, j'applaudis, mais normalement personne ne peut. Ce qui donne une espèce de réalité hallucinante qui fait que vous passez en moyenne 130 jours par an à faire de l'administratif. Donc si on rajoute les week-ends et les vacances, ça revient à peu près à 1 jour sur 2 passé à faire de l'administratif et non pas du droit. Pour un taux de facturation de 1,9 sur 8, c'est-à-dire même pas un quart des heures sont facturées. Alors que d'après ce que nous on a mis en place, il suffit d'avoir 5 ou 7 séquences, modèles de suivi de dossier, par type d'activité ou par cabinet. On peut se structurer avec 5-7 modèles. Qu'est-ce que ça génère, cette espèce enfin pas d'inefficacité, de faible organisation? À côté client, le constat est clair, on a 46% des cabinets qui n'ont pas de logiciel métier, de logiciel dit de gestion traditionnelle de cabinet, et on a 83% des clients qui se disent peu ou pas satisfaits de l'intervention de leur avocat. Peu importe qu'ils aient gagné ou perdu. C'est là où la statistique est complètement effrayante. Mais quand on regarde les raisons de cette peu de satisfaction, de cette insatisfaction, en fait, il n'y en a que 3. Évidemment qui ne sont jamais liés au juridique, qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on fabrique, mais 28% mauvais suivi de dossier, 25 manque de communication, 26 questions d'honoraires. Et quand on cherche l'honoraire, ce n'est pas le montant des honoraires, c'est la cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui va être réellement demandé en fin de dossier. Okay, donc avec 3 arguments, avec 3 éléments qui ne sont pas du tout liés à votre expertise juridique, on peut améliorer la satisfaction client. Donc en fait, on parle bien de rentabilité. Uniquement. Et attention, j'entends rentabilité dans les deux sens du terme. Travailler autant, gagner plus. Gagner autant, travailler moins. D'heures, j'entends. C'est rentabiliser le temps de travail. Pourquoi je parle de nouvelle gestion du temps? Et pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et ça va plaire à Emmanuel, on ne va pas parler des principes traditionnels d'organisation, de gestion du temps, etc. Ça, je pars du principe qu'ils ont tellement été développés par tout le monde qu'il suffit de taper ça sur Internet, on a 12 tutos qui tombent, etc. Pourquoi une nouvelle organisation du temps? Parce que si on le prend vraiment comme chef d'entreprise, gérer, c'est compter. Tout simplement, compter. Mais je vous pose réellement la question, vous êtes 5 là, 4 en face de moi et les autres en chat, vous êtes 21 présents. D'après vous, que faut-il compter? C'est une vraie question, hein. C'est pas un effet de manche, hein. J'ai vraiment des éléments dessous, mais vraiment, j'aimerais que vous me répondiez. Et il n'y a pas de piège, hein. On compte tous plein de trucs. Mais pour améliorer son temps et sa rentabilité, que faut-il compter? Ne me faites pas ça, si vous ne répondez pas, je suis obligé de faire le maître d'école et de désigner du doigt, c'est horrible. Le temps perdu sur des tâches administratives, justement? Ouais, absolument. Comment est-ce qu'on évalue le temps perdu? Ok, ça on en parle après. C'est le premier gros point qu'on va développer ensemble. Quelles sont les zones de temps perdu, ou enfin de zones de temps optimisables et combien ça coûte. Ok. Le temps effectif passé sur un dossier, Muriel, ben ouais,
ça fait partie du jeu. C'est l'un des éléments. Pour nous, il y a 3 éléments à suivre. Évidemment, le temps réalisé, donc le temps passé en vrai sur le dossier. Le temps facturé, et peu importe votre modèle de facturation, même si vous n'êtes pas auto-horaire, ça revient à un ratio de temps facturé. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, 1,9 sur 8. Temps facturé par rapport au temps réalisé, en le comptant par dossier. Mais il y en a un qu'on ne sait pas comment aborder, et nous, sur lequel on travaille, c'est le temps prévisionnel. C'est-à-dire à l'ouverture du dossier, combien de temps je vais passer. Peu importe que je facture 1 heure sur 2 et pas toutes mes heures. Est-ce que si je me dis que je vais passer 20 heures sur mon dossier, je vais bien en passer 20 et du coup, je pourrais vraiment en facturer 10. Et là, aujourd'hui, quand on vient vous voir, ça revient sur les incohérences de devis grossièrement annoncés et réalité de la facture finale, du montant final de facturation. On a du mal à deviser. On ne sait pas par où le prendre. Parce que les dossiers ne se passent jamais vraiment comme on l'a prévu, parce que d'un dossier à l'autre, c'est pas toujours pareil, parce que ça dépend de la communication de mon client et du caractère de mon client à demander ceci ou cela, parce que plein de trucs. Mais en fait, c'est indispensable de compter le temps qu'on avait prévu par rapport au temps qu'on va réellement y passer. Parce qu'on sous-estime toujours le temps qu'on va devoir y passer, et ça ne fonctionne pas. Du coup, 3 temps de travail. Quels sont les 5? Alors, je vous ai simplifié le travail, j'en ai mis que 3. Les 2 autres, si on a le temps, promis, je les aborde. 5 pertes de temps. Quelles sont les méthodes envisageables et quels sont les résultats qu'on peut attendre? Et après, je vous dis comment nous, chez Rubato, on a répondu à ça. Les 3 pertes de temps. Les 2 autres, promis, je les ai là. Si on a le temps, on les regarde. La première, les appels entrants non planifiés. Ce qui vous arrive peut-être pas, mais moi, ça m'arrivait souvent. D'après vous, pareil, réelle question, combien de fois par semaine ça vous arrive d'être déconcentré par un client qui vous appelle? Laura, on verra si je travaillais bien pareil en contentieux IMO. Vous êtes combien de fois on vous appelle par semaine et qu'on vous coupe dans vos dossiers? Tous les jours. Tous les jours, voilà. J'ai Muriel sur le chat, il dit très très souvent, ouais, c'est pas faux. Je ne compte même plus. Ah ouais, carrément. Ok. Bon, j'ai fait simple, j'ai compté 3 fois par semaine. J'ai été mignon, hein. Mais le truc effrayant, c'est pas le nombre de fois, c'est le temps que ça prend. Des calculs qu'on a fait avec des confrères et des consoeurs dans différentes matières, peu importe contentieux conseil, la moyenne c'est 45 minutes par appel. Parce que le temps de décrocher, donc de se déconcentrer, de répondre, il y a quand même 2 minutes de politesse. Après, qu'est-ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'on lui a dit sur le dossier, donc on fait un peu des claquettes, le temps de reprendre nos marques sur notre dossier, nos mails, notre organisation, notre ceci, notre cela, puis on lui répond, puis il faut se reconcentrer, etc., etc. 45 minutes par appel. Moyenne constatée chez nos utilisateurs. Du coup, même si je ne prends que 3 par semaine, 2h15. Et Corby, je suis ravi que vous les facturiez, ces appels. Vous faites partie des exceptions qui confirment la règle. La plupart du temps, quand on se fait déconcentrer d'un dossier, on est tellement pressé de retourner à son dossier que le temps passé avec cet autre client ne sera pas facturé. En tout cas, certainement pas 45 minutes. Vous les facturez au minimum de 0,25. Ouais, très bonne idée. Vous les facturez au moins d'un quart d'heure, mais au moins, c'est pas une trace neutre. Avec ce risque d'insatisfaction vous m'aviez pas dit qu'à chaque fois que je vous appelais, c'était payant, espèce d'impression et d'a priori qu'on a sur les avocats du tiroir caisse, dès qu'on leur parle, c'est 100 balles. Le risque devient celui-ci. Sous prétexte de ne pas avoir organisé et calibré les canaux de communication, les rythmes de communication, on se retrouve soit à leur taper sur les doigts à chaque fois qu'ils nous appellent, ce qui joue nécessairement sur la relation client et la manque de communication dont on parlait au-dessus, qui est quand même l'une des 3 grosses raisons de difficulté d'insatisfaction des clients. Soit on ne le facture pas, et dans ce cas, c'est de la perte de rentabilité directe. Ok. Premier truc. Deuxième, la to-do list priorisée. Ça veut dire je dois faire quoi aujourd'hui, ou quand on est plusieurs, qui doit faire quoi aujourd'hui, sur quel dossier, avec quel degré de priorité. Combien de temps ça prend? Ben, en moyenne, c'est quand même tous les jours, tous les matins, c'est 20 minutes par jour. Donc rien qu'avec ça, on est à 1h40 de perdu. Ou en tout cas, d'optimisable. Et le troisième, auquel on pense rarement, mais qui est vraiment une grosse source de temps, à chaque fois qu'on prend un dossier, j'en étais où? Qu'est-ce que je lui ai promis d'un peu particulier, parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce que le dossier machin?
Et quelle est la prochaine échéance? Quelle est l'échéance d'avant, l'échéance d'après? J'ai mis 3 fois par jour, c'est avec vous ne touchez qu'à 3 dossiers différents par jour. J'ai vraiment été light. 10 minutes par dossier. Sauf que par semaine, 30 minutes par jour, 2h30 par semaine. Donc on est à 6h30, rien qu'avec ces 3 items-là. 6h30 par semaine de temps passé pour ces simples tâches-là. Info client, qu'on subit plutôt que de l'avoir organisé, organisation de sa priorisation de tâches quotidiennes et reprise des dossiers. On n'a toujours pas fait de fonds juridiques là-dedans. Ça vous parle ou pas, avant qu'on passe aux méthodes? Est-ce que certains avaient déjà fait le compte réel du temps que ça prenait? Qu'on aime bien ne pas le compter, parce que c'est pas pour ça qu'on fait du droit, c'est pas pour ça qu'on exerce, c'est pas pour ça qu'on aime nos dossiers ou pas, ok? Est-ce que quelqu'un avait déjà pris le temps de poser des chiffres dessus pour voir ce que ça représente en temps investi, juste de autre que de juridique sur ces simples items-là? J'ai pas parlé d'ouverture de dossier, j'ai pas parlé de temps de facturation, j'ai vraiment parlé que de pollution. Non, jamais, mais c'est édifiant. Bah oui, je sais, c'est assez effrayant même. Ouais. Et pourtant, j'ai été hyper cool, hein. J'ai été hyper light sur les scores que j'ai mis, hein. Du coup, quelles sont les méthodes utilisables? Et c'est là où je parle de nouvelle gestion du temps. On va sortir des règles. La priorisation d'Eisenhower, je pars du principe que vous le savez, urgent, important, on le sait. Le problème de toute cette histoire-là, c'est que si on n'est pas hyper rigoureux et qu'on se retrouve en retard, ce qui arrive sûrement pas dans vos cabinets, mais ce qui m'arrivait quand même souvent, tout devient urgent et important juste parce qu'il est en retard. Au départ, c'était pas forcément un truc important. Ou pas urgent. Il est devenu urgent et important parce qu'on est en retard. Ou parce qu'on n'a pas le temps d'anticiper. Du coup, quelles sont les mécaniques collectives, et même pour les individuels, hein, c'est une mécanique collective entre les 5 facettes de votre personnalité d'avocat, les 5 rôles de tâches que vous avez, comment on applique la gestion de projet collaborative? Et pour nous, le mélange, c'est gestion collaborative type organisation des équipes de dev, développement informatique, ils sont très très organisés sur la gestion de tâches, et le pilotage industriel. Gestion de projet, collaborer ensemble et mieux répartir les tâches. Et quand on est tout seul, c'est n'oublier aucune tâche de tout ce que l'on a à faire dans toutes les catégories d'actions qu'on doit mener. Réussir à être son propre super assistant. Et le pilotage industriel, c'est augmenter l'efficacité collective et la vélocité d'ensemble. On détaille l'un et l'autre, mais avant ça, un truc sur lequel on a mis le doigt à force de parler avec des avocats. On est rendu à plus de 300 interviews individuelles, hein, donc c'est pas, on ne l'invente pas. Ce ne sont pas des masses statistiques représentatives, ok, mais c'est déjà plus qu'éloquent. Il faut passer d'une logique de suffisance à une logique de rentabilité par dossier. Évidemment, je ne dis pas que les avocats sont suffisants. Ok, enfin d'une logique de suffisance. C'est juste suffisant pour couvrir mes frais. Comme tu es collab, tu me demandes tant en rétrib, je dois donc facturer tant d'heures pour te couvrir, donc ça fait tant d'heures facturables par jour ou par mois. Débrouille-toi pour les faire. On parle par personne. C'est suffisant pour couvrir mes charges et les rétributions de chacun, qui sont même pas intégrés dans un BP comme un salaire que l'on peut gérer ou piloter à l'année comme toutes les autres entreprises. Logique de rentabilité par dossier. Si chaque dossier est rentable, il suffit de savoir combien de temps ça nous prend et qui bosse dessus, quel est le coût horaire de chacun et c'est parti. Ok, le coût horaire réel, hein, pas le coût de facturation. Le coût, pas le revenu. Rentabilité par dossier, si tous mes dossiers sont rentables, à la fin de l'année, il n'y aura pas de problème sur la rentabilité du cabinet. C'est juste un changement de paradigme. On arrête de penser à est-ce que j'ai tout payé, qu'est-ce qui me reste à la fin du mois, à comment j'organise mon dossier, mes dossiers, pour que chacun soit rentable. Donc, qu'est-ce que je compte? Encore une fois. Gestion de projet collaborative, une séquence, comment on organise le flux d'étapes que l'on doit respecter pour que le dossier avance bien. Un dossier, c'est combien d'étapes? Et c'est une équipe qui va se charger de ce dossier-là. Et pas l'inverse. C'est pas parce que tel avocat a de la spécialité que je lui file le dossier. Non. Mon dossier, mon attente client, les attentes, c'est quoi? Les attendus, les obligations, c'est quoi? Donc, quel est le modèle de suivi que je vais mettre en place?
Et après ça, qui va s'en charger? Parce qu'il ou elle est dispo. Si personne n'est dispo, il va falloir organiser avec le client de le faire attendre pendant 15 jours ou 3 semaines en le rassurant. Peu importe, c'est dans l'autre sens. On détaille la gestion de projet. Il y a 5 familles de tâches. C'est pour ça que je parlais des 5 personnalités de l'avocat indépendant. On a, nous, listé 5 familles de tâches. Évidemment, le syllogisme juridique. Les gens viennent voir un cabinet d'avocats pour avoir des réponses juridiques. Donc, ça prend du temps. Ouais. Des calendriers. Pareil en contentieux ou en conseil. Ça dépend juste si c'est un calendrier imposé ou négocié. Et là, on rentre dans le plus exotique. Gestion de projet interne. Qui fait quoi dans quel ordre? La recherche par le collab ou le stagiaire, relu par qui, validé par qui, la stratégie mise en place par qui, est-ce qu'on l'a bien envoyé au client? Tiens, gestion de projet externe. Est-ce que mon client m'a bien répondu dans les 7 jours comme j'avais demandé? Est-ce que l'expert comptable, est-ce que la partie adverse, est-ce que l'expert, est-ce que les greffes, est-ce que m'ont répondu dans les délais qui sont normaux? En tout cas, il faut bien que je me mette un rappel. S'ils ne m'ont pas répondu dans ce délai-là, il faut que je les relance. Donc, comment je joue le petit pousset pour moi-même? En interne, qui fait quoi? Et avec les autres parties prenantes du dossier, comment j'arrive à suivre tout le monde? Et oui, vous êtes tenu par vos clients de gérer l'ensemble des dates de toutes les parties prenantes du dossier. Ils ne le feront pas, ils ne sont même pas capables d'identifier toutes les parties prenantes. Et quel est leur rôle dans le dossier. Donc, on attend de vous que vous soyez chef de projet. Dernière famille de tâches, évidemment, l'administratif et la facturation. Qui doit être pris comme une étape modélisée, standardisée et réfléchie en amont. Par type de dossier, par type de client, par type de structure, par, je sais pas, par TJ peut-être, par instance. Parce que certains ont des délais de réponse, des délais différents, qu'on soit en province ou à Paris, qu'on soit devant le TJ ou devant le TA, peu importe, il y a des rythmes différenciés. Donc, le rythme des contacts administratifs et de la facturation client va changer en fonction de ça. Pilotage industriel, standardisé 20%, personnalisé 20%. 80-20. 80% du process est standardisable. Parce que tous vos dossiers vont passer par les mêmes étapes, au même rythme. 20%, c'est la particularité de mon client, la particularité de ce dossier, la particularité des greffes, de ce tribunal-là, de cette situation-là, parce que on a ouvert le dossier en juillet, c'est marrant, en août, personne ne répond, donc comment je réorganise si je perds 4 semaines dans mon suivi de dossier? Comment on organise les vacances de l'un, etc., etc. Ça, c'est de la personnalisation. 80% est vrai. Si je vous demande de me décrire dans l'ordre ce que vous faites sur un type de dossier que vous exercez toutes les semaines, vous me sortirez la même liste de tâches pour tous vos dossiers. Entre les tâches, les rappels, les vérifications et tout ce que vous aimeriez suivre en parallèle pour que le dossier avance bien, c'est toujours la même chose. Et c'est normal. La satisfaction client vient du confort de la standardisation. Vous êtes confortable à leur expliquer, ils peuvent s'y retrouver et vous respectez les délais, et des 20% que vous personnalisez pour eux. Donc, on standardise les nomenclatures et les écritures. Ok? On a standardisé le process, 80-20. On standardise aussi les nomenclatures et les écritures. Chaque dossier, il y a une forme de nom. Ça, souvent, vous l'avez. Certains travaillent avec les années, les mois, les numéros et le nom du client. D'autres travaillent sur la famille de dossiers, le contentieux demandé, le nom du client et de l'adversaire. Vous avez des structures de nom de dossier. OK, mais c'est indispensable. Est-ce que les tâches et les rappels et les étapes portent le même nom? D'accord, vous vous mettez un mémo ou un rappel pour vous-même. Est-ce qu'elles portent toujours le même nom? De sorte que n'importe qui dans le cabinet, même si vous accueillez un stagiaire pour une fois alors que vous êtes indépendante, est-ce qu'il est capable de vous dire j'ai fait ça comme tu me l'avais demandé, en 3 mots, est-ce que vous savez où il en est dans le dossier? Parce que le nom de cette tâche-là, c'est qu'on en est rendu là dans le dossier, ça a donc été fait, et ça, c'est l'étape d'après. Pareil, les rendez-vous, c'est le rendez-vous client numéro 1, c'est l'audience préliminaire, c'est le... peu importe. Toujours les mêmes noms, pour être sûr de s'y retrouver. Parce que vous avez X dossiers en parallèle, et que si vous générez une to-do list, il faut s'y retrouver. Que le mot vous dise où on en est. Pareil, les mails, comment on les standardise? Il y a 50% de vos mails qui sont des mails de 3 phrases, juste pour informer de l'avancement du dossier.
Je vous ai pas remis le calcul là, il est délirant. C'est des heures entières passées à réécrire le même mail. Est-ce que certains d'entre vous ont standardisé leur type de mail pour avoir des modèles sur Outlook ou sur Gmail, ou même sur Word, ou j'en connais qui le font sur Evernote, pour avoir des modèles de mail, et comme ça, ce type de courrier-là, copier-coller. Ce type de mail-là, copier-coller. Et quand on parle de pilotage industriel, du coup, pour nous, il y a 4 indicateurs fondamentaux. Et qui sont imparfaits. Si vous me cherchez au niveau comptable, vous aurez raison. Je peux rentrer dans le détail, mais ce n'est pas le sujet. C'est 4 indicateurs de pilotage. Je n'ai pas dit de réalité financière. Quel est le temps moyen par dossier selon le type de dossier, selon le segment? En contentieux, je sais pas, on parlait d'immobilier tout à l'heure, contentieux immobilier sur un CCMI, ça va pas être les mêmes dossiers qu'en copropriété, ils vont pas être les mêmes dossiers qu'une contestation de permis de construire. Très bien. Si on prend chacune de ces 3 familles-là, quel est le temps moyen par dossier dans ces 3 familles? Il faut du droit de la famille, je sais pas, on fait du divorce, de l'adoption et des successions. Quels sont les temps sur ces 3 familles? On fait du social, une demande salariée, une négociation ou un machin, je sais pas moi, ou un prud'homme au fond, combien de temps? Et du coup, quel est le chiffre d'affaires moyen par dossier par segment? Pour avoir le temps passé, le chiffre d'affaires moyen. Vous allez me dire, oui, mais il y a des dossiers où je sais que j'ai perdu du temps et d'autres où je sais que j'ai été très rentable. D'où l'intérêt de la moyenne. C'est faux sur à peu près tous les dossiers, mais sauf que la moyenne est représentative. Combien de temps en moyenne pour combien de factures en moyenne? Du coup, est-ce que ça s'équilibre ou est-ce qu'on peut voir apparaître le ratio de facturation? Quel est le taux de facturation du coup? Je facture en moyenne 1 heure sur 4. Très bien. Je facture en moyenne 1 heure sur 2. Youpi. Je connais aucun cabinet, je n'ai rencontré pour l'instant aucun cabinet qui facture plus de 65%. Ok? Même les grosses structures, soi-disant hyper organisées, très bien. C'est au moment de la transformation des timesheets en facture qu'il y a un gros write-off et on se retrouve avec 40 ou 45% qui disparaissent. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Personne ne facture tout. Bon. Dernier, quel est votre coût de production journalier? Combien ça vous coûte de venir au boulot tous les matins? Ça, vous demandez à votre expert comptable, il vous le sort le chiffre. Pour toutes vos charges, votre salaire moyen sur l'année, votre rémunération moyenne sur l'année, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne considèrent pas avoir des salaires, mais des rémunérations de dirigeants, voire ce qui reste à la fin du mois sur le compte. Mais ça, à la fin de l'année, divisé par 12, ça fait combien? Donc, si on le ramène au nombre de jours, un jour de travail, ça vous coûte combien? Pour se dire, ok, je dois passer tant de jours ou tant d'heures sur le dossier, en face, ça coûte combien au cabinet pour ramener combien? Pilotage industriel. Et ça, par segment. Vous n'aurez pas les mêmes résultats sur vos 3, 4 ou 5 familles de dossiers. Et c'est normal. Vos clients ne sont pas les mêmes, le temps à investir n'est pas le même, etc. Mais ça donne des indications sur quels sont les dossiers que je dois réorganiser pour être plus rentable, c'est-à-dire y passer moins de temps pour le même niveau de facture. Quels sont les dossiers dont je dois augmenter le niveau de facture parce que c'est carrément inacceptable que je sois aussi peu rentable, sauf s'il y a une contrainte marché et une inacceptation du marché à payer plus cher. Ou alors, quels sont les dossiers très rentables que je dois garder, mais si je veux fidéliser un client, je peux faire un petit effort sur la facture là, parce que je sais que je resterai rentable. Donc, comment on pilote? Ok? Ça vous parle? Ça vous paraît complètement abscon? Parce qu'après, on enchaîne avec les résultats envisageables. Non, ça marche. En tout cas, vous n'êtes pas tous déconnectés, donc je me dis qu'il y en a que ça doit intéresser. Super. Oh, des gros pouces. Oh, ça like, c'est génial. Ok. Résultats envisageables. Rentabilité accrue, on en parlait. Arrêter de perdre du temps, ça rapporte. Déjà, partons de ça. Donc, on parlait tout à l'heure de 6h30. Économie 6h30. Facturer nos 2h15 d'appel par semaine en plus. Bizarrement, ça augmente le CA. Ou alors, ça diminue le temps passé au cabinet, si on rentabilise ce temps-là. Donc, directement, c'est de la rentabilité. Ok? J'ai pas inventé, j'ai pas retravaillé foncièrement votre méthodologie de rédaction de conclusion, hein, ou de recherche ou de veille juridique.
Je n'ai fait que travailler sur du périphérique, sur des trucs de pollution que tout le monde subit dans les cabinets. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression de se tuer à la tâche, de ne pas réussir à se concentrer, d'être épuisé en fin de journée sans savoir si on a été rentable ou pas. Relation client et image de marque. L'anticipation de la suite des événements. Plus la cohérence entre l'annonce et le résultat, surtout en facture. Ça donne de la crédibilité. Nous, on l'a vérifié auprès des clients de nos clients avocats. Bah oui, c'est confortable. Enfin, j'ai trouvé un avocat, quand il me dit que ça va se passer comme ça se passe vraiment comme ça. Ou alors, quand ça se passe pas comme prévu, il m'avait dit que là, potentiellement, ça bougerait à cet endroit-là ou cet endroit-là. Bah, bizarrement, ça a bougé là. On l'avait anticipé, ça a bougé, et hop, il s'est adapté. Eh oui, anticipation, donc crédibilité. Et comme on a anticipé aussi les paquets de factures que ça représente, on reste cohérent à la fin. Ça n'est pas ce qui n'était annoncé, non, parce que j'aurais pas cru que ça allait arriver, mais je vous avais dit, si ça doit bouger, ça bougera là, et il y aura telle facture en plus, ou ça bougera la facture comme ça, ou alors là, je passerai des honoraires de résultat, ou là. Donc on a un modèle qui est prêt, et on connaît les variables, on les explique, comme ça, si ça bouge, ils étaient au courant, et on leur a laissé le choix d'aller plus loin ou de prendre telle ou telle voie. Cohérence. Donc crédibilité, donc recommandation. Et c'est direct. On voit une augmentation du nombre de recommandations chez les gens qui ont fait l'effort de structurer. Sachant que la recommandation représente dans la majorité des cabinets d'avocats plus de la moitié des dossiers qui rentrent. Si ce n'est 80% de la plupart des cabinets. Donc travailler à augmenter sa recommandation, si en plus ça amène l'augmentation de rentabilité dont on parlait, et que ça permet, dernier point pour nous, de recruter et de fidéliser, parce qu'avoir un canevas d'organisation de la délégation des tâches, ou des charges des uns ou des autres, de la responsabilité, c'est quand même souvent ce qui fait que certains jeunes collaborateurs, confrères ou juristes ont du mal à prendre leur marque dans les cabinets, et que des associés ou des seniors ont l'impression de ne pas réussir à suivre leurs équipes. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a délégué, on sait tout ce qu'il y a à faire, on est capable de le produire, mais entre ce qu'on a à faire, ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, ce qu'on a délégué, ce qui reste à faire dans la délégation, etc., ça devient un capharnaüm. En plus, pour des nouveaux qui arrivent, et ça commence à se voir dans les cabinets de recrutement, quels sont les outils et quel est l'investissement de l'avocat dans son cabinet pour le bien-être et l'efficacité au quotidien de l'équipe. Ça commence à être des critères de recrutement demandés par les recrutés. Ah, un cabinet où ils sont 4, où ils n'ont pas de logiciel, ça va être n'importe quoi. Et ils n'y vont pas. Donc, ça crée de l'engagement et ça crée de la fidélisation. Parce qu'en plus, on peut les investir sur le tu penses que le modèle n'est pas exact, très bien, comment tu le modifierais, qu'est-ce qu'on ferait? Ok? Comment, nous, chez Rubato, on a pris le problème et on a répondu à la question? Une façon, hein, certainement pas la seule, mais c'est la nôtre. Investir sur ces process de productivité. Faire autre chose autrement, sans parler de droit. S'organiser différemment. On parle, nous, de séquences, c'est-à-dire une chaîne d'étapes dynamiques qui modélise la vie des dossiers. Ce qu'on disait tout à l'heure. En plus de ça, on rajoute, et là c'est la nouveauté du mois, chaque tâche peut être cotée en temps. Donc, quand vous ouvrez votre modèle de suivi, on vous dit le nombre d'heures que vous allez devoir passer sur le dossier. Que vous ne facturiez qu'une heure sur deux, que vous puissiez valider que votre forfait est bien positionné à 3 000 ou 5 000 euros, ou que votre abonnement, puisque ça va durer 18 mois, est bien calibré en étant à 300 balles par mois, c'est la façon dont vous utilisez vos données de production pour que ça devienne du chiffre d'affaires et de la vente, la commercialisation. Mais tout dépend de la façon dont vous avez organisé et calculé le temps de production réel que ça va vous prendre. Du coup, ça économise du temps. On arrête de perdre du temps le matin à prioriser. La machine automatise la to-do list. On collabore mieux. Ok, on définit une nouvelle relation client. Ça augmente la recommandation. Ça forme et ça fidélise. Évidemment. Sinon, je vous en aurais pas parlé. Une séquence par dossier. Sur la partie de droite, vous le voyez, il y a un enchaînement de tâches avec des affectations entre les deux personnes qui travaillent dessus. Et tous les dossiers sont standardisés pareil. Là, peu importe le segment de dossier. Vous allez juste utiliser des séquences différentes et avoir des équipes qui travaillent sur le dossier différents. Vous aurez toujours votre séquence que vous pouvez modifier, changer, reporter à demain, ajouter une heure, modifier le temps de travail dessus, etc. Les rendez-vous
sont quand même les grands jalons d'avancement du dossier, la carte résumée en haut à gauche, où vous voyez le modèle de suivi que vous avez utilisé, à combien de pourcentage d'avancement du dossier vous êtes, quelle est votre date d'atterrissage prévue, et les tâches que vous avez passées. Du coup, si tous vos dossiers sont organisés comme ça, la machine va dire, aujourd'hui, 8 février, quelle est la liste de tâches et quel est le temps prévu. Ma journée, à droite, tous les matins quand vous arrivez sur l'accueil, ma journée, à droite, vous avez par dossier la liste des tâches que vous avez à produire, et dans le détail, vos rendez-vous et le nombre d'heures à passer au total et par dossier. Heures à passer aujourd'hui, heures à affecter entre les différentes personnes de l'équipe, et temps de travail en retard s'il y en a. Peu importe. L'idée, encore une fois, c'est de compter. Vous êtes seul ou avec votre équipe, tout le monde sait qu'il y a du retard sur les dossiers. L'idée, c'est juste de ne pas se retrouver avec une situation potentiellement de RC. Ben, très bien, on s'organise. Évidemment, ça génère ça dans un agenda. Agenda, pareil, ma journée du mercredi par rapport à ma journée, comment on arbitre le tout. Et c'est synchronisé temps réel avec Outlook et Gmail. Et ça vous permet d'avoir votre journée et l'ensemble des dossiers du cabinet à côté. Quel est le nom du dossier, quel est le modèle de suivi que j'ai, quel est l'état d'avancement de mon dossier. OK? Du coup, en s'organisant, en gagnant sur chaque dossier, ce qu'on constate chez nos utilisateurs, on se rend compte d'une moyenne de temps gagné à 3 heures par semaine et par avocat, une baisse du stress massive. Et ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous directement avec nous pour une présentation rapide, vraiment 15 minutes,